Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site, rudykoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morpho-anatomie, c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné 5 années de suite les Superphysique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram CLTGD1 où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti. Salut Clément, comment ça va aujourd'hui? Oui, Rudy, ça va et toi? Ça va, ça va. Je voulais, avant qu'on attaque des questions un peu plus muscu, là tu rentres d'une semaine en Turquie où tu as accompagné une fille que j'ai interviewée pour mon podcast Les Secrets du Sport en Turquie donc pour une Coupe du Monde de BMX et j'aurais bien voulu savoir comment c'était un peu les coulisses de ce sport comparativement à ce que toi tu peux voir notamment en force avec ce qui se fait actuellement. Comment c'est organisé, comment c'est là-bas pour une compétition de BMX? Est-ce que c'est très pro? Est-ce que ça fait rêver? Est-ce que c'est des compètes de quartier qu'on avait à l'époque en force? Non, non. Comment c'est tout ça? Ouais, c'était sympa de découvrir un peu ce sport et parce que c'est des mecs qui sont. Je connaissais quelques athlètes qui pratiquaient et je savais que c'était des mecs qui avaient des très très bons niveaux en muscu, en haltéro et tout. C'est des gars qui sont super puissants. Ce que je te disais là tout à l'heure en off. Dans les 30 meilleurs, même plus, enfin, sur toute la piste, t'en as aucun qui squatte à moins de 180 et t'en as un paquet qui joue avec des barres à 200 kilos au squat. C'est des mecs qui font des épaulés à 140, 150, voire même plus, donc c'est très très puissant. Mais ça nécessite d'être assez complet quand même parce que c'est un effort qui est relativement, qui est un petit peu plus long. En fait, c'est typé un peu 400 mètres, tu vois, mais avec beaucoup de relance, ça dure 30 à 40 secondes, donc ça demande beaucoup de comment dire, c'est d'être assez complet au niveau des qualités physiques, et du coup, ça m'intéressait vraiment de voir ça de l'intérieur. Et c'est vrai que c'était assez. Donc toi là-bas t'étais plus en accompagnateur, t'étais pas en entraîneur. Non, non, je suis pas entraîneur du tout, c'était vraiment pour l'accompagner. Et donc, en tant qu'accompagnateur, tu avais aussi accès aux salles d'échauffement, Ouais, tu étais près de la compétition, tout ça? j'avais accès à tout. Parce qu'on m'a, enfin, ça s'est bien passé, bien goupillé. J'avais accès à tout du coup. Donc pendant la semaine, la piste pour les entraînements et tout ça, et puis même après le week-end, la zone athlète et tout. Juste, j'avais pas accès à la piste pendant la compétition le samedi dimanche. Ça, faut avoir une carte UCI et tout, c'est un peu particulier. Mais sinon, j'avais accès à tout, sauf à la piste samedi dimanche. Donc ça allait. Et vraiment, c'était intéressant à voir et puis découvrir une autre discipline à très haut niveau, parce que c'est une discipline olympique, donc avec de gros moyens aussi et de gros athlètes. Donc vraiment, ça a été une belle découverte. Au niveau organisation, c'est comment? Est-ce que c'est très pro, très cadré? Il t'annonce un timing, bon, il te le modifie la veille à 22h, enfin non, pour les essais, ils ont modifié les heures des essais en fait la veille à 22h parce que à cause de la météo, de ce que j'ai compris. Mais sinon, ouais, globalement, le timing est quand même bien tenu. Après, c'est pareil, c'est un sport qui est très à risque, au sens où bah, c'est des gens qui se lancent d'une butte à 10 mètres et qui, en bas de la butte, ils sautent une autre butte, mais ils arrivent à 70 km/h dedans, à 8 de fond. Donc, autant dire que des fois, il peut y avoir de la casse dans les virages aussi. Donc, à moins
Parce que bon, si t'en as un qui chute lourdement et que t'as les pompiers qui doivent intervenir et tout, ça peut prendre un petit peu de retard et retarder un peu tout, forcément. Mais globalement, les timings sont bien tenus et si tout se passe dans les clous, à la minute près, le timing il est tenu. Donc ça, c'est plutôt agréable et c'est plutôt sympa. Et ouais, c'était plutôt bien organisé quand même. T'as des zones, des zones pour chaque nation au niveau de la enfin pour la préparation, pour les vélos et tout. Les différentes équipes nationales sont quand même vachement bien organisées. T'as des mécanos, t'as les coachs, t'as des kinés. Tout le monde a des oreillettes pour se parler, pour donner les placements, etc. C'est une belle organisation quand même. C'est pas mal. Tu m'as dit que les gars avaient, tu te sentais pas avoir des grosses cuisses là-bas, c'est-à-dire que les gars ils ont tous des jambons à la place des cuisses? Ouais, c'est des mecs qui sont tous très très puissants. Après, je sais pas, avec Mathilde dans le podcast Secret du sport, si vous avez beaucoup développé cette partie prépa physique, mais bon, ils font tous du squat barreau parce que c'est là où ça se transfère le plus. Mais ouais, c'est des mecs qui squattent tous en série à 200. Donc bon bah, tu peux pas squatter en série à 200 en barreau sans avoir quand même un minimum, un minimum des gros quadriceps. C'est pas possible. Donc ouais, c'est que des gars qui sont très très puissants avec des bas du corps très solides quand même. Pas Mais, forcément tous très secs parce que ça correspond pas forcément, je pense, au type d'effort qu'ils doivent produire. Mais c'est des mecs archi explosifs. mais est-ce que tu penses que c'est difficile à répondre, mais est-ce que c'est beaucoup leur entraînement sur le vélo ou beaucoup leur entraînement en salle de muscu qui fait qu'ils ont des cuisses comme ça, qui sont aussi forts, aussi véloces? Bah, je pense que c'est un couple des deux. Déjà, c'est des gens qui ont des qualités, parce que bon, on est quand même sur une Coupe du Monde avec les meilleurs du monde, avec des gens qui sont champions olympiques, champions du monde, aussi bien chez les hommes que les femmes. Donc, c'est vraiment les meilleurs des meilleurs. Donc, en termes de bagage génétique, je pense qu'on est sur le top du top. Et donc, forcément, bah, ceux qui ont le plus de qualité pour ce sport, bah, de fait, c'est eux qui vont exceller le plus. Donc, comme la qualité, bon là, il n'y a pas que la puissance qui compte, parce qu'il faut quand même bien bouger sur ton vélo, bien maîtriser, etc. Après, je suis pas expert là-dessus, mais ça va être important. Donc forcément, ceux qui ont le plus de qualité pour ça sortent du lot. Et après, je pense qu'effectivement, ils ont un gros travail sur le vélo. Ils font beaucoup de sprints, des sprints départ arrêté, des sprints lancés en voiture en survitesse. Ça peut être du travail aussi pas mal sur Wattbike. Euh, donc il y a quand même beaucoup de développement de la puissance sur le vélo. Et puis ils pédalent beaucoup, donc forcément ça donne quand même des bonnes cuisses. Et après il y a pas mal de travail en muscu, notamment hors saison, où ils vont faire beaucoup de squats. Et c'est vrai que dès très jeune, en pôle espoir, ils commencent déjà à envoyer du squat, à envoyer de l'haltérophilie, à travailler du force-vitesse, à faire de la pliométrie, à faire des box jumps très hauts, etc., etc. Donc forcément, quand tu as développé ces qualités-là à la salle de muscu et en parallèle que tu pédales très fort avec des grosses accélérations et des gros sprints régulièrement plusieurs fois par jour avec un gros volume d'entraînement parce qu'on est sur du 9, 10, 11 séances par semaine quand même, donc tout en bi-quotidien. Et que en plus tu as des qualités de base pour faire ça, bah forcément à l'arrivée tu as des gros Suisses. Et le gabarit global des gars, c'est quoi? Ils font taille poids, 1m80, 80 kilos? Ben ça c'est j'étais assez surpris parce que pour le coup, il y a pas tellement de standards là-dessus. Bon, globalement les tout meilleurs sont très trapus quand même et ils ont un taille poids enfin ils sont plus lourds que leur taille. Après tu as quand même quelques mecs qui sont assez grands quand même qui paraissent longilignes, alors ça reste des athlètes hein, mais qui sont un peu plus longilignes et qui arrivent à très bien performer. Et par exemple, le Suisse qui est champion du monde actuel, il est pas très grand. Alors je l'ai pas vu. Il fait petit sur son vélo. Je l'ai pas vu forcément debout à côté de moi, donc c'est difficile à dire. Mais il fait 1m75 peut-être. Il est pas très grand. Et pour le coup, je pense qu'il doit bien faire ses 90 kilos. C'est Ah ouais, à taille plus 15, c'est nul. ouais, une bonne boule. Alors je l'ai vu un peu de loin sur un vélo, tu vois, mais il avait l'air très très compact quoi. Donc c'est assez varié, mais globalement quand même, ouais, les mecs sont solides, mais par contre pas tellement secs parce que je pense que ça répond vraiment pas aux besoins de la discipline.
Bon, en gros, t'es en train de nous dire que t'as le physique idéal pour faire du BMX en compétition. Ouais, alors je pense que tu m'as pas beaucoup vu sur des. Ah si, tu m'avais vu sur des sports de glisse quand on On avait avait fait du du ski wake. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais bon, là, c'est du vélo, c'est pas vraiment de la glisse. Ouais, mais bon, faut quand même sauter des bosses en démarrant à 70 à l'heure, prendre un virage à donf et tout. Et moi, ça, c'est pas mon truc, quoi. Non, Bon, ouais. au-delà de ça, bon, t'as l'aspect physique qui est hyper important, l'aspect technique quand même qui est hyper important aussi parce que c'est très particulier. Et puis tout ce qui est tactique et pilotage parce que bah ça reste quand même une course avec de la stratégie selon de là où tu pars, selon où sont placés les autres, ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière et tout. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et c'est vrai que moi je suis pas assez comment dire Casse-cou. aguerri pour comprendre toutes les subtilités, mais déjà à ma petite échelle, je voyais quand même beaucoup de choses très particulières. Donc c'était vraiment sympa. Donc, on te verra pas en compétition de BMX, on te verra surtout sur ton bike erg en story, quoi. Ouais, c'est ça, sur mon bike erg, faire de la zone 2, ça me va bien. Et, mais non, le vélo, c'est dur, le vélo. Honnêtement, quand tu fais une séance autre que de la zone 2, tu vois, que tu veux pousser un peu l'intensité, monter le wattage, alors pour différentes raisons, hein, pour développer ta VO2, soit pour faire de la vitesse, soit pour faire des sprints, etc., etc. C'est tout de suite tes cuisses s'engorgent et c'est tout de suite très très douloureux. Enfin, les cyclistes, pour moi, c'est parmi les sports qui développent le plus la résilience à la douleur physique, je trouve. Non, non, mais bah, moi qui fais beaucoup de bike erg en ce moment, là, c'est un truc, comme je m'étais fait mal avec mon 10 km d'Annecy, je m'étais fait une déchirure, donc du long fibulaire au niveau du mollet. Et bah, je fais beaucoup de bike erg là depuis quelques temps. Et bah, au début, c'est sûr que t'es pas habitué, comme tu t'as pas jamais fait vraiment de basse intensité de manière extensive, on va dire, sur ton vélo, bah tu congestionnes vite. Mais là, comme ça fait un petit moment, maintenant, même quand je force, je peux pas dire que je congestionne au point que ça brûle à crever, quoi. Mais Mm. ça passe par beaucoup de séances, bah, comme beaucoup le savent, à basse intensité, où tu as l'impression de rien faire, où tu peux aller dans la smoule, mais en fait, qui sont indispensables pour pouvoir faire les grosses séances sans être limité, on va dire, Ouais, c'est ça, musculairement par la blessure. pour développer tes mitochondries et puis mieux encaisser. Après, je pense que tu peux avoir toutes les mitochondries que tu veux et toute la base de basse intensité. Quand tu envoies des intensités seuil de manière répétée sur des temps longs, tu, enfin, tu te Ouais, détruis, quoi. t'as plus l'envie de vomir. T'as plus l'envie de vomir. Tu vois, c'est plus Ouais. une fatigue globale où t'es là, t'as les jambes qui s'engourdissent, mais pas au point. Moi, je me souviens quand je faisais très peu de vélo et que je m'intéressais au cyclisme sur piste, euh, et que je faisais une ou deux fois par semaine, soit des côtes, soit du watt bike. Bah ouais, j'avais les cuisses Mm. explosées. C'était horrible. Je me faisais 10 minutes non-stop. J'avais les cuisses énormes, quoi. Et maintenant, je vois que comme j'ai une meilleure capacité, on va dire, Dans le travail. cardio-musculaire, et bah c'est plus global, quoi. Je sens que j'ai envie de vomir ou voilà, un peu comme, je sais pas si t'as regardé le documentaire sur le Tour de France qui est sorti sur Netflix. Pas encore, mais tout le monde en dit du bien. Je vais essayer de le regarder. Ouais, Je vais ouais, essayer de le regarder. franchement, c'est pas mal du tout. Ça se regarde bien. Et tu vois, bah, à un moment, j'ai plus le nom de tous les gars là, mais je crois que c'est Mathieu Van Der Poel. Et le Ouais. gars force tellement et tout, tu vois que putain, il va cracher ses poumons, quoi. Vraiment, tu te dis, Ouais, mais je pense que bah, tu sais, moi, je m'entraîne beaucoup avec un mec c'est un ancien triathlète. Dans la résilience à la douleur, c'est très dur le vélo. Et pour lui, c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait. Et ça a toujours été ce qu'il y a de plus dur. Et il a côtoyé pas mal de cyclistes pro ou semi-pro, qui faisaient de cyclisme sur route. Et vraiment, tout ce qui ressort, c'est la douleur. Parce que tu dois encaisser à fond. Et je pense que ces mecs-là, justement, ils ont une telle base qu'ils peuvent aller tellement loin en fait par rapport à nous. Nous, on pourrait même pas aller sur ces intensités-là de douleur parce que notre corps, il nous en empêcherait complètement. Mais eux, ils ont tellement développé leur capacité cardiovasculaire et puis au niveau plus local et au niveau musculaire, au niveau mitochondrie et tout, ils ont tellement développé là qu'ils peuvent aller sur ouais, des planètes que nous, on n'est même pas capable d'explorer. C'est des intensités que nous, on peut pas connaître, en fait, je pense, dans la douleur.
Et en parlant de ça, t'en es où de ton travail respiratoire que tu devais attaquer? Bah, que j'ai toujours pas attaqué, du coup, ça va pas se faire. J'ai pas eu le temps enfin, j'ai pas pris le temps, plutôt, de vraiment bien m'y pencher. Et puis, en fait, ça va pas, enfin, c'est difficilement compatible. J'ai du mal à, Avec tout au ce que tu niveau, fais, avec tout ce que tu fais ouais, déjà, quoi. ouais, avec ce que je fais déjà et tout, dans ma gestion tu sais, avec la prévention des blessures que je fais déjà à côté, la force et tout, la zone 2 machin, tu sais, ça après, le risque, c'était en voulant être sur un truc de plus, de finalement être nulle part. Et du coup, j'ai pas démarré. Après, ça m'intéresse toujours, hein, mais bon, si c'est Ouais, pour le faire, pour pas bien le faire, ou alors que finalement, ce soit une contrainte incroyable et que ce soit néfaste, ça, c'est pas intéressant, quoi. ouais, mais c'est toujours la même chose. À chaque fois, on voit plein de trucs qui ont l'air super, et tu dis, ah, je vais en faire, je vais en faire. Mais en fait, il y a toujours un rapport Mm. avantage-inconvénient, quoi. Quels sont les bénéfices, Ouais, quels c'est sont ça. les désagréments? Et tu dis, si je rajoute, alors que tu es déjà fatigué, est-ce que ça rajoute pas de la fatigue de laquelle tu vas peut-être pas récupérer? Et donc, c'est pour ça que tu as tellement de trucs. Moi, c'est pareil, bah là, Ouais, ouais, j'ai bien dans la repris, gestion. mais tu sais pas, après, tu dis, putain, j'en rajoute, j'en rajoute. Des fois, moi, je me souviens, des fois, j'arrive en fin de journée, je dis, bah, tiens, je ferais bien 1 heure de vélo, voilà, pour rajouter un peu de volume, basse intensité, mais en fait, je suis déjà rincé. Et je me pose toujours la question, est-ce que ça a du sens que je Mhm. fasse 1 heure en plus de zone 2 alors que je suis rincé, ou mieux vaut que je fasse une petite sieste pour repartir ni vu ni connu, quoi. Exactement, c'est ça. Et c'est toujours comme ça, en fait, Gestion à des chaque fois que tu veux rajouter un priorités et truc. des bénéfices. Ouais, ouais, c'est toujours comme ça. C'est Mais c'est pas facile. Et puis, bah, après, faut quand même aussi vivre parce que, bah, accessoirement, même si indirectement je vis de mon sport, j'en vis pas directement. Donc, il faut quand même que je puisse assumer, les coachings, les retours à mes athlètes, faire des programmations qui sont de qualité. Et ça aussi, ça prend du temps dans ma journée, hein. Non, mais Donc, attends, coach, ça travaille pas, c'est bien connu, c'est quoi cette ouais, bah histoire? oui, Arrête, c'est arrête, connu. coach, Eh ben, c'est pas du tu travail, vois, ça. ça me fait rire ce que tu dis parce que Louise m'a envoyé un message là, parce qu'elle me dit, tu fais ta zone 2 demain? Je lui dis oui. Elle me dit, moi je vais à la piscine, tu veux pas venir la faire à la piscine avec moi? Donc bon, alors qu'elle sait très bien que je nage comme une enclume, tu Bon, vois. à mon avis, c'est une invitation déguisée, hein. Non, 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 non. Moi, c'est une fille, il m'invite à la piscine, je me dis, putain, il y a anguille sous roche, hein, mais bon. Ouais, voilà, ça y est, bref. Et, et tu sais ce qu'elle me met? Elle marque, donc je lui dis, bah non, 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 je suis une natation. Et elle me dit, tout le monde travaille. Sous-entendu, bah du coup, c'est moi qu'on appelle parce que moi, je travaille pas, tu vois. Donc c'est pour ça, ça me fait rire ce que tu dis quand tu dis c'est bien connu, les coachs sportifs, ça travaille pas. Et en plus, la natation, pour vraiment commencer à bien nager, tout ça, bah, moi, je t'ai vu nager, voilà, t'es pas un poisson dans l'eau. Moi, je suis déjà pas non plus un poisson dans l'eau. Et je vois que rien que de synchroniser son souffle, Ah bah de oui. bien respirer, tout ça, de pas être asphyxié, ça demande déjà quelques séances. En plus, bah, faut prendre des cours parce que comme tout, au début, on croit qu'on peut faire tout seul, mais c'est une Mais en énorme fait, on est connerie, nul, quoi. ouais, c'est sûr. Voilà. D'où le fait que dans n'importe quel sport, en fait, bah, tu prends toujours un entraîneur, un coach, voilà, Faut t'es se faire toujours coacher, bien suivi. sûr. Voilà. Et donc là, bah, en fait, ça nécessite plein de trucs. Et donc, avant que tu arrives à faire de la zone 2 en natation dans la Oui. piscine, bah, il va se passer au moins Non mais 5 6 séances et encore avec de la chance, quoi. bah non, mais largement pour moi, largement plus. Mais c'est ce que je lui ai répondu. Après, elle, c'est une ancienne nageuse, donc pour elle, Ah, forcément, ouais. elle peut faire 45 minutes de piscine, ça lui fait du bien, ça la détend, c'est vachement bien, tu vois. Alors Mais toi, tu seras essoufflé comme un veau, tu auras fait de ouais, t'auras fait bah, de c'est la ce que zone j'ai dit. 7. J'ai dit, mais moi, piscine, c'est pas zone 2, c'est 10 fois 25 mètres de sprint à fond, et puis je suis rincé, donc c'est pas... Surtout qu'en plus, Et en elle le plus, sait parce t'es que... tout congestionné. Je sais pas si Bah tu oui, as nagé bah depuis un oui, moment, bah mais oui. moi, à chaque fois que je me remets à nager, même si je fais beaucoup de kayak et que je suis habitué à avoir les épaules qui congestionnent, je le sens plus trop sur le kayak. Et ben, il n'empêche que quand tu nages, putain, ça te congestionne les épaules, tu Bah sors, t'es oui. énorme, quoi. C'est toujours, enfin, puis c'est toujours le spécifique, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand tu maîtrises quelque chose, tu peux faire une séance tranquille, mais quand tu ne maîtrises pas, c'est impossible. Moi, je viens du judo, donc je peux faire un petit combat avec toi en y allant tranquille et en me gérant, tu vois, même si ça fait un petit moment que j'ai pas Bon, pratiqué. à mon avis, si tu vas tranquille, je te fous un hippon direct, hein, mais bon. Ouais, ouais, c'est ça. Mais ça, tu peux le faire, tu vois. Quand je peux faire une petite séance de squat tranquille, c'est pas un souci, mais je peux pas faire une petite séance de natation tranquille parce que bah déjà rien que de me mouvoir 15 mètres dans l'eau, vu comme je suis à l'aise, c'est déjà une épreuve, quoi. Ouais, ouais, bah donc non, mais je comprends bien. Moi, c'est pareil. À chaque fois, des fois, on dit ah, ce serait cool d'aller faire telle activité, mais si t'es pas entraîné, en fait, c'est que souffrance et t'arrives pas à travailler ce que tu veux et le plaisir est un peu absent, quoi. Donc Ouais, après ça dépend pourquoi, mais sur des trucs un petit peu physiques et tout, c'est vrai. Bah tu sais le powerlifter lambda,
qui fait pas du tout de cardio, qui va jamais marcher, tu sais, le fameux athlète sédentaire qui fait que son SBD et rien d'autre, tu lui dis, viens, on va faire une randonnée de 10 km, il y laisse sa vie, hein. Bien sûr, bah, évidemment. Pendant 3 jours ou 4 jours, il est rincé alors que c'est un truc vraiment basique. Mais c'est là où l'entraînement de musculation, il faut quand même le réfléchir. Enfin, Sean, il dit toujours, il faut être un athlète avant d'être un athlète de quelque chose. Tu vois, il faut toujours, tu vois, voir un petit peu ta condition physique générale où elle en est. Et je pense que tu peux pas être vraiment un très bon athlète dans peu importe la discipline si ta condition physique générale elle est pas un minimum correct et que t'as pas la capacité justement à faire certaines choses. Ça peut être aller dans certaines angulations, dans certaines amplitudes de mouvement. Si tu peux rien faire sans te faire mal, bah t'es pas fonctionnel. Et si tu peux pas marcher une heure et demie sans être au bout de ta vie et le payer pendant 3 jours, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui va pas dans ton entraînement et que tu as une mauvaise condition physique. Ouais, mais après, ce qui est compliqué, c'est que quand t'as pas fait tout ce travail jeune, entre guillemets, quand t'avais beaucoup de temps, t'étais à l'école et tout ça, une fois que t'es adulte, tu sais, t'as quelqu'un qui vient te voir et dit, moi, je veux être plus fort au squat, je veux être plus fort au développé couché, je veux prendre des pecs, je veux prendre des bras. Tu lui dis, bon, bah, écoute, on va faire 2 ans de conditions physiques avant, t'as 4 séances par semaine, on va faire 2 séances de conditions physiques et 2 séances de muscu. Je vais dire, bah non, moi, je veux faire de la muscu, je veux Non, non, prendre, bien sûr. tu vois. Mais Donc, c'est pour sans, ça que sans c'est parler de ça, tu difficile. vois, mais moi, par exemple, quelqu'un qui démarre un coaching avec moi et tout, s'il a un mode de vie vraiment qui est très, très fixe, très sédentaire, je vais l'inciter à faire, même si c'est pas forcément optimal, mais faire par exemple ces 4 séances de powerlifting, sachant que je suis pas un. Alors, il y a du spécifique, mais bon, il y a quand même de la variété de mouvements pour justement pas devenir totalement non mobile et en fait être un handicapé du mouvement. Et je vais l'inciter en parallèle à aller faire une fois ou deux dans la semaine, prendre un temps pour faire autre chose, pour aller s'aérer en extérieur, pour faire par exemple de la zone 2 ou faire des choses comme ça, parce que indirectement, ça va participer au truc. Et s'il me dit j'ai vraiment que 4 créneaux et je peux pas faire autrement parce que j'ai un boulot où je bosse 15 heures par semaine, j'ai telle contrainte, telle contrainte, telle contrainte, bah peut-être que je vais lui dire, bah, on fait 3 plus 1 et ce sera sans doute mieux que de faire 4 ultra spécifiques et que tu puisses rien faire à côté, hein. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est difficile. Moi, je vois le truc. Quand on a une énergie limitée, un temps limité, à chaque fois, tu dis, bah tiens, je vais essayer de faire ça, 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 et à la fin, tu vois bien. Je sais pas toi, mais moi, je vois que mes capacités de récupération, elles sont limitées, et que finalement, si je veux une super condition physique, bah faut que je fasse beaucoup de ça et moins de ça, donc ça fait faire des choix. Ah oui, bien sûr. Et en même temps, tu te dis, bah voilà, 3 plus 1, est-ce qu'une séance à basse intensité par semaine, certes, c'est mieux que rien, mais est-ce que c'est suffisant pour développer une vraie condition physique qui va t'aider à mieux récupérer ensuite? Tu auras des petits Bah, gains, mais ça va quand même être assez limité, tu vois. je pense quand même que tout dépend d'où tu pars en fait. C'est-à-dire que si le mec, euh, on prend l'exemple du papy avec qui je m'entraîne, qui vient du triathlon, qui a fait qui a fait plus d'une dizaine d'Ironman. Lui, il peut bricoler un truc cardio une fois par semaine. Il a une telle base de ce qu'il a vécu avant que il n'a pas un gros déficit et ça suffit. Et que de toute façon, on va pas le développer parce que si on voulait développer ça, eh bien en fait, ça nous prendrait toute la semaine. Par contre, à l'inverse, quelqu'un qui part de très 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 loin et qui a jamais fait ce genre de truc, je pense que juste avec une séance de zone 2 dans la semaine plus 3 séances de musculation où quand même tu tapes un petit peu dedans, ça va suffire pour lui mettre une meilleure condition physique que s'il faisait juste un split 4 fois par semaine ou juste du full SBD, donc squat bench deadlift, full powerlifting, avec aucune variation et rien d'autre à côté. Bien sûr, bien sûr. Moi, Mais moi, c'est ce que disait Thomas un peu dans son podcast, donc Thomas Training Therapy hmm, qu'on salue, dans son podcast avec Hugo là qui est sorti, je sais pas si t'as écouté. Ils ont fait un j'ai bon podcast commencé, mais j'ai avec, pas fini. ouais, c'est un bon podcast Hmm. qu'on recommande. Donc le rendez-vous musclé. Ils ne connaissent pas et donc il expliquait, bah voilà, c'est cette tendance vers l'hyper spécialisation et il posait un peu la question de est-ce que finalement mieux vaut pas avoir des prérequis un peu dans tout et ne jamais pousser vraiment le curseur dans un truc Bah pour après, tout dépend ce que tu veux faire. C'est-à-dire que si tu veux être vraiment très très compétitif, euh, il vaut mieux, enfin, il va falloir que tu pousses très fort le curseur quelque part. Si tu veux être
faire le truc pour le fun parce que t'aimes ça, mais quand même arriver à garder une bonne santé et tout ça, bah, tu vas adopter une stratégie qui est un petit peu différente. Mais je pense que en powerlifting, si tu veux vraiment pousser le truc très très loin, il faut que tu vois plus loin que tes 4 ou 5 entraînements de powerlifting pur. Et il faut que tu aies quelque chose qui soit un petit peu plus générique, tu vois. Si on le prend moi à mon échelle, ce que je fais en PPG, parce que bon, le fait de faire de la force, de la musculation et tout, c'est déjà une forme de PPG. Mais ce qu'on va dire un peu préparation physique générale, ça va être justement le travail de fond que je fais avec Training Therapy, sur le travail de mobilité, le travail de développement de la force sur des angles un petit peu particuliers qui me manquent, plus le travail de zone 2 que je vais faire à côté, le développement cardiovasculaire. Ça va être ça la partie PPG et ça a déjà une part relativement importante en temps dans mon entraînement. Et après, effectivement, il y a la partie un peu plus spécifique avec le powerlifting et la musculation. Mais je pense pas que ce soit néfaste, au contraire, d'aller chercher d'autres petits axes, notamment sur la longévité, parce que le problème, c'est que si tu deviens ultra spécialisé, alors c'est vrai que tu es super adapté pour ce que tu as à faire, mais le moindre truc qui sort un petit peu du pattern, alors ça peut être une erreur technique, ou ça peut être un jour où tu es moins bien, et tu te bousilles parce que ton corps, il est pas du tout prêt à ça, et finalement, tu vas pas gagner de temps, quoi. Au contraire, même. Ouais, non, non, mais bah, c'est pour ça que chez les jeunes, on pousse en général la généralisation assez lointaine avant qu'ils se spécialisent. Mais quand tu es Mhm. adulte, tu vois, c'est toujours, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est compliqué de se dire, bah tiens, je me donne 2 ans pour faire tous les prérequis, on va dire, avoir une certaine base, avant d'attaquer Mhm. mon activité, sachant que le temps sur moyen et long terme peut jouer un peu contre toi parce que tu vieillis et peut-être que tu vas perdre un peu en capacité, quoi. Ça Donc c'est vrai. c'est Après, difficile de différer, tu vois. je pense quand même que si tu prends un adulte qui part entre guillemets de pas grand-chose, parce que on en a en coaching des gens qui ont 30 ans, qui ont jamais trop fait de sport et qui se disent vas-y, j'ai envie de m'y mettre, tu vois, et qui partent avec des niveaux pas très hauts. Moi, j'ai des gens qui démarrent avec moi et qui ont un squat à 80 kilos. Bon, ben, tu vas pouvoir améliorer leur squat et qui n'ont pas un gros bagage sportif, voire même aucun bagage sportif. Tu vas pouvoir améliorer leur squat et qu'ils se fassent plaisir quand même avec du SBD, avec de la muscu, etc. Et en parallèle quand même, pouvoir développer certains prérequis en parallèle du squat et d'avoir comme ils partent de relativement loin sur un petit peu tous les curseurs, même si tu vas mettre une dominante sur squat, bench, deadlift, tu vas pouvoir quand même les faire progresser sur d'autres curseurs et peut-être en parallèle faire en sorte qu'ils soient capables de passer plusieurs tractions strictes, faire en sorte qu'ils soient en mesure d'avoir une capacité cardiovasculaire correcte, perdre un petit peu de poids, améliorer leur composition corporelle en même temps, etc., etc. Et c'est à la fois un coaching, parce que bon, clairement, le mec qui a 30 ou 35 ans se dit, vas-y, je vais me mettre à la force athlétique. Tu sais qu'il sera pas champion du monde. Et il le sait aussi. Euh, c'est juste, voilà, je veux être en meilleure santé via le powerlifting, mais ça n'exclut pas de mettre du vélo, de mettre du travail de renforcement, du travail de mobilité, du travail de gainage, etc., etc. En parlant de compétition, il y a les championnats du monde en ce moment là. Est-ce que tu suis un petit peu Hmm. en power? Ouais, bien sûr, je suis là pour l'instant, j'ai regardé quasiment tous les lives, euh, sauf celui de Tiffany parce que je pouvais pas. Mais sinon, j'ai tout regardé. Et puis les 59 parce que je dois avouer que ça m'intéressait pas plus que ça. Ah, tu sais pas ce qu'a fait le petit Antoine Garcia? Il a Je sais fait pas. quatrième, Antoine. Ah, il a fait quatrième. Ok, bah Ouais. c'était un gars qui s'entraînait un peu au SP Gym là pendant une saison. Ouais. Il était chez nous à la salle là. Et, bon, il était vachement sympa quoi. Ouais, il est Et super donc, sympa, Antoine. Il est et sur donc Lyon, là, maintenant, il s'entraîne à Lyon. Ouais, il était champion du monde en titre et mais après, la concurrence était très forte là quand même cette année. Ils ont fait des grosses barres, les mecs. Et lui, il avait l'air pas trop satisfait. Il est un peu passé à côté de sa compétition, de ce que j'ai compris. Donc bon bah quand les mecs sont très forts en face et que toi t'es pas à 100% de ce que tu es capable de faire, forcément ça se passe pas bien. Hein. Mais bon ça il fera mieux l'année prochaine. Je pense que c'est un gros travailleur. Et puis bah sinon ouais, c'est le niveau il est vraiment très fort. Hein. Même chez les femmes bah ça monte encore. Chez les hommes ça continue de monter. Taylor Atwood il était champion du monde depuis 2017. Il était invaincu depuis 2017 quand même. Là, il finit troisième.
Donc bon, on Mais peut il finit discuter. troisième avec des meilleures barres que d'habitude et l'autre ont fait encore mieux ou il était moins bien? Non, il était un oui, moins bien. Il était sur la même base que ce qu'il a fait l'année dernière, mais en fait, il se fait refuser son troisième squat. C'est discutable. Voilà. Et c'est vrai que ça lui fait perdre 7,5 sur le total, parce qu'il valide 270 et du coup, 277, les arbitres lui valident pas. Et moi, je trouve que c'est discutable. Et du coup, bah, forcément, avec 7,5 de moins, il prend un peu plus de risques sur sa troisième barre au terre. Et du coup, il se fait battre au poids de corps par le deuxième et le troisième. Ok. Mais moi, je pense que s'il avait validé sa troisième, enfin, si les arbitres lui avaient validé sa troisième barre de squat, il n'y avait pas de match et il était premier assurément. Mais après, les années d'avant, il était premier avec 50 kilos d'avance, tu vois. Là, il a besoin d'avoir toutes ses barres et que tout se passe bien pour pouvoir gagner. Donc, il est un peu comme tout le monde maintenant. Ouais. Donc le niveau Ah élite oui. monte quoi. Quel niveau moyen, je sais pas si on peut dire moyen, mais ça monte quoi. Ouais, bah si, enfin si, parce qu'en plus celui qui est champion du monde là, c'est un Suédois qui est junior. Oh, C'est un Suédois qui est junior et il est ouvert à 305 au soulevé de terre en junior 74. Enfin, c'est un junior 74. Et il finit à 3. Attends, il a fait 3,28 pour gagner au terre. Donc 3,28 en 74 et il en a un peu sous le pied, tu vois. mais est-ce que c'est un gars qui est fait pour le soulevé de terre avec des très très longs bras ou même pas? Ouais, il a des bons bras, mais il a quand même benché. Combien il a fait 70, 177, je crois, au bench. Ok, ouais. Donc bon, quand tu fais 177 au bench à 74 kilos de poids de corps, t'as pas des bras de gibon non plus, quoi. Ta catégorie est pas encore passée toi? Non, 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 ma KT est pas passée. Mais en général, je regarde pas les 93. Pourquoi tu regardes pas? Ça me déprime. Ouais, ils Ouais, sont trop. j'allais te dire, est-ce que quand tu vois que le niveau moyen monte, est-ce que finalement ça Euh, te met pas un petit coup de te dire putain mais en fait tu sais à un moment t'étais pas loin, t'as été champion de France, voilà et puis finalement bah, le niveau moyen effectivement c'est bien élevé en France, le niveau mondial s'élève aussi. Est-ce que je sais que c'est d'abord contre soi, voilà, à nos âges maintenant on fait d'abord la compète contre soi-même pour battre ses records, mais est-ce que ça te met pas un petit coup justement de voir ce niveau moyen qui monte? Bah, moi, j'ai des objectifs qui ont toujours été chiffrés et perso. Donc là, ça va. Mais après, c'est sûr que les objectifs compétitifs, après, bah, plus les années passent et plus tu te rends compte que pour toi, les kilos, ils sont chers à gagner parce que tu te rapproches d'une forme de limite. Alors que pour certains, tu as l'impression que la limite, elle est quand même beaucoup plus haute. Là, bon, j'ai pas tout regardé et tout, mais je pense que le podium en 93, il va être à 870 peut-être. Le troisième, il va être peut-être 860 quoi. Mais t'auras trois mecs qui seront au-delà de 860, peut-être même plus. Ouais, Donc donc ouais, c'est quand t'as dit énorme. ça, t'as tout dit. C'est-à-dire que bah les trois premiers ils mettent plus de 100 kilos. Enfin plus de 100 kilos. Ouais. Donc bon, Mais bon, c'est sur la question. ça te rappelle quand même à la réalité quoi. Est-ce qu'ils sont naturels? Tu vois, il y a toujours cette question aussi à se poser, c'est qu'en est-il exactement? Parce qu'on arrive Ah sur mais des après barres c'est monstrueuses. Tu surtout. sais, moi, je me souviens que Gilles, équipé, je sais plus, il faisait un truc genre 825, ou bon, ok, Gilles s'entraînait pas la meilleure des manières, il est quand même assez doué, tout ça. Mais là, ils sont sur des barres sans matériel qui sont celles que faisaient les gars avant avec matériel, quoi. Ah bah oui, voire même meilleur, Et déjà, évidemment. déjà à l'époque, il y a des gars qui étaient très forts au niveau monde, on les soupçonnait de dopage, quoi. Donc là, Bien sûr, bien sûr. Bah, si tu veux, moi je vis pas avec les mecs. Et effectivement, t'as des gars qui se retrouvent avec des physiques. Bon, quand tu fais un peu moins d'1 m 70 et que tu fais 93 kilos après le cut et que tu arrives à être relativement sec, c'est vrai que le doute il est permis quoi. ah ouais. Après, encore une fois, il y a des contrôles antidopage qui sont pas parfaits, on va pas se mentir non plus. Mais bon, si tu commences à dire lui il est dopé, lui il est dopé, lui il est dopé, tous ceux qui sont plus forts que moi ils sont dopés, bah en fait toi-même tu progresses plus quoi. Donc bon bref, la réalité et puis même la réalité elle est quand même que bon pour qu'il y ait 130 kilos de différence, même s'il y a du dopage, il y a quand même pas que le dopage quoi. Ça donne quoi alors ton entraînement en ce moment? Est-ce que tu es dans une bonne période? Ouais, sur squat deadlift, c'est pas mal. Le bench, je suis un peu emmerdé là, toujours au pec. Ah, t'as toujours ton petit Ça, truc au OPEC que t'as vu avant ta compète, là? C'est pas parti, mais finalement? ça allait mieux. Donc c'était au pec gauche avant la compète. Ça allait mieux et tout allait bien. Et j'ai eu une petite tension qui est venue avant la Turquie au pec droit, l'autre. Mais
bon, rien d'extraordinaire, quoi, mais bon, j'ai géré comme il faut. Et en Turquie, à la fin de semaine, ça s'est réveillé. Donc, si tu veux, c'est pas très douloureux, mais dès que j'arrive vers 150 à faire tu vois, des petites séries à 150 et tout, ça se réveille un peu. Donc, faut qu'on contourne un peu là, qu'on renforce bien. Donc là, de toute façon, sur ce bloc, ça va être fichu pour le bench. Donc, on va bien capitaliser sur le squat et le deadlift. J'accentue un peu plus la partie réhab avec beaucoup d'excentriques, beaucoup d'isométrie, du travail sur des angles un peu spécifiques et tout avec training thérapie. Et puis pour le prochain bloc, bah repartir bien comme il faut. C'est dommage parce que le bench, bah c'est quand même mon mouvement qui est un peu fort à la base. Et c'est vrai qu'en ce moment là, je suis pas mal embêté avec ça. Après, j'avais fait un petit changement sur mes mains en Ok, ayant un peu plus de rotation interne et je pense que c'est ça ok. que mon pec arrive pas à tolérer. Donc je vais Ouais, donc repasser. t'as un peu plus de torque, alors tu forces un peu plus là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je vais repasser à un peu plus de rotation externe. Enfin une position de main qui me met un peu plus en rotation externe, c'est plutôt ça. Et où mon pec devrait être un peu moins mis sous contrainte. Et puis bah on verra ce que ça donne avec la réhab en plus. Après c'est le jeu hein, quand tu ce que je disais tout à l'heure quand tu flirtes avec enfin tu te rapproches de ta limite, tu es obligé d'aller chercher des petits détails, de flirter un peu plus et des fois ça marche, des fois non. Mais bon on va faire ce qu'il faut en prévention des blessures, bien réadapter la technique et puis on verra comment ça évolue quoi. Ah ouais, c'est. Et ça veut dire que tu fais combien de temps de réhab alors maintenant? Parce que moi, je me souviens que tu avais cette histoire un peu de hanche où toi, tu faisais déjà pas mal, et là, donc ça rajoute un peu de pec. Est-ce qu'on peut dire Ouais, que mais tu vois on peut dire que tu fais 1 heure de préparation avant ta séance? non, non, quand même pas. Non, parce que la hanche, justement, la hanche, ça a très, très bien marché. Mais tu vois, la hanche, ça avait mis du temps. Les 6 7 8 premiers mois, on a eu un peu de résultats, mais pas grand-chose. J'avais toujours des douleurs, mais j'avais un peu moins mal, un peu moins souvent. Ou tout ça, tu sais, c'était plus ondulatoire. Là, honnêtement, ça fait des mois que j'ai pas eu mal à la hanche du tout, tu vois. Même quand j'ai eu un gros volume, même quand j'ai eu des grosses intensités, même des grosses intensités 2 fois dans la semaine. Donc là, la hanche, ça va quand même beaucoup mieux. On a trouvé un système qui marche bien. On est passé sur un peu plus un protocole d'entretien, on va dire. Donc, ça permet de dégager du temps pour faire un peu plus. Donc, à la base, c'était pour faire un peu plus sur le dos. Là, le dos, pareil, ça a l'air de se stabiliser. Donc là, on gère les priorités, ça va être sur le pec. Et puis, bah, peut-être que, tu vois, après, c'est évolutif, tout ça. J'avais eu une petite alerte aux adducteurs, donc on avait mis des choses sur l'adducteur avec Simon de Training Therapy. Et puis, bah, peut-être que après, ce sera autre chose qui va se réveiller. Et puis, bah, tu jongles un petit peu avec tout ça, mais le haut niveau de toute manière c'est ça, c'est de composer avec toutes ces variables et puis de faire en sorte d'être le plus en santé possible en essayant d'anticiper les problèmes, mais tu peux pas tout anticiper non plus. Ouais, c'est quand même frustrant de se dire, tu vois, là, moi, j'essaie de mettre à ta place et je me dis, bon, finalement, à chaque fois que tu commences à progresser, paf, il y a un autre truc qui t'emmerde. Est-ce que tu vois, on voit beaucoup de sportifs de haut niveau qui prennent leur retraite sportive, entre guillemets, à haut niveau, parce que leur corps les suit plus, tu vois. Souvent dans le foot, moi j'écoute un peu l'équipe, ils disent ah le mec il a 35 ans, il est foutu, c'est pour ça il récupère pas, il se blesse plus, nanana. Ouais, après Est-ce que tu penses en arriver là? Tu vas t'arrêter le jour non. où De toute façon, bon, je pense pas m'arrêter spécialement un jour parce que j'aime non mais je veux ça. dire moins t'investir. Ouais, bah c'est pas d'actualité. Après, je pense que justement parce que je vois beaucoup d'évolutions et je vois beaucoup de choses à faire. Et je pense que c'est un sport dans lequel tu peux performer beaucoup plus tard que le football ou d'autres sports qui sont traumatiques parce que tu as un facteur externe. Et puis bah c'est un petit peu différent parce qu'au foot, il faut que tu sois en forme tous les week-ends. En force, tu as besoin d'être en forme 2 fois par an. Et même en étant un petit peu diminué par quelque chose à un moment donné, tu peux quand même arriver à être performant, voire même très performant en powerlifting, alors que peut-être qu'en football, c'est un petit peu moins vrai. Donc, je le vois pas trop comme ça. Et, euh, et après, c'est sûr que bah, je préférais l'époque où
pouvais arriver, faire 3 ronds d'épaule et commencer ma série de squats. C'est sûr que c'était vachement plus sympa. Tu prenais plus de plaisir, tu te prenais moins la tête. Mais bon, je pense aussi que dans une certaine mesure, je paye ces années-là. Ouais, je sais pas, moi j'ai envie de penser qu'il y a une période un peu pour tout. Tu vois, quand t'es jeune, t'as très jeune, tu vois que t'es un peu invincible, tu fais. Et c'est pas dit qu'en faisant plus d'échauffement, plus de trucs, finalement, mais j'ai l'impression que, en fait, on n'échappe pas au vieillissement, quoi. T'essayes de le ralentir un petit peu quand t'en prends conscience, mais Ah bah oui, non, mais de toute façon, ça c'est une réalité, hein. et qu'est-ce que tu penses du fait de changer de catégorie? Parce que tu sais, pareil à l'époque, on disait, faut pas être trop sec pour faire de la force. Alors maintenant, t'as beaucoup de gars qui ont des physiques super secs, tout ça. On avait tendance à dire que ça protégeait un peu d'être plus gras. Donc peut-être Ouais, je de monter en 105 ou non, tu crois pas trop? pense que ça, c'est des excuses pour manger des pizzas, hein. Ouais, mais toi tu manges pas mal de Non. tu manges pas mal de pizza déjà. Ouais, non, 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 parce que, en fait, ça, c'est rigolo, parce que la plupart des gens pensent que je mange mal, parce que chaque fois que je mets une photo Bah oui, sur je vois, Instagram tu d'un partages truc les que je mange, saloperies que tu bouffes. On aimerait voir ta salade et ton ah blanc de ouais, non, poulet. mais, ça, c'est-à-dire que tu vas mettre une pâtisserie une fois toutes les 6 semaines, et tout le monde dit, oh, il mange que des pâtisseries. Bah non, j'en mange une de temps en temps, T'as effectivement, le mec a un abonnement à la boulangerie, quoi. et effectivement, aujourd'hui, je l'ai mis sur Instagram, je sais même pas quand c'est la dernière pâtisserie. Ah si, bah si, je sais. Quand on est rentré de Turquie, j'en ai mangé une avant d'aller m'entraîner parce que j'avais faim et que après le vol et tout, j'avais pas le cœur à manger un truc sain, donc j'ai mangé une part de flan, ça m'a donné du jus pour ma séance. Mais voilà. Et à Euh, l'inverse, alors, descendre de catégorie? non, bah descendre de catégorie 83, là, ça serait chaud, hein. Mais même monter de catégorie, moi, j'ai essayé un petit peu parce que Ouais, parce qu'à à la base, un moment, t'étais plus lourd. ouais, j'étais plus lourd, mais quand je vois les efforts que ça me demande côté bouffe pour faire 97, 98 et dans quel état je me sens. En fait, il faut que je mange tout le temps parce que déjà, pour être à 94, 95, il faut que je mange beaucoup. Bon, toi, on a déjà mangé ensemble au restaurant ou chez toi ou tout ça, tu vois à peu près ce que je mange. Ouais, un peu comme un oiseau. Un peu comme un Ouais, c'est oiseau. ça, un gros oiseau. Une petite Mais, salade sans sauce, quoi. mais euh, quand je vois déjà ce que ça me demande de manger, c'est quand même beaucoup. Mais si je devais manger pour faire 100, 101, 102, et je parle même pas de remplir les 105 kilos, ça serait manger en permanence. Et puis j'avais fait des prises de sang un petit peu pour suivre quand j'étais à 97, 98 et tout. Et c'était pas terrible du coup ce qu'il y avait dans les prises de sang parce que ça me demandait de trop manger. Moi j'étais tout le temps fatigué parce qu'il fallait que je mange Bah, bien vraiment mais sûr, comme une quand tu vache. manges beaucoup, ça en oublie, ça te crève, en fait. Ouais, ouais, ça te fatigue vachement. Et puis même, je fais pas du sport pour me gaver, être en mauvaise santé, me sentir lourd dans tout ce que je fais. Et tout simplement, ouais, 95 kilos, c'est un poids qui me convient bien. Je peux monter un peu au-delà à 95, 500 ou descendre vers 94 des fois si j'ai peut-être un rythme de vie un petit peu qui bouge un peu plus. Mais je reste stable entre 94 et 95,5 et c'est comme ça que je me sens le mieux. Et ouais, quand j'étais monté à 97, 98, je me sentais vraiment pas bien. Donc, et en plus, ça me demandait de manger énormément. Et au moindre truc, je retombais à 95, donc c'était pas intéressant. Comment ça s'est passé pour t'entraîner en Turquie en déplacement? Parce que j'imagine Mais que t'avais peut-être pas accès à des barres Eleco, t'avais pas accès aux bancs que tu utilises d'habitude, qui étaient peut-être bien larges pour le développé couché. bah, ça Et s'est plutôt pas mal passé. Il y a un powerlifter turc assez connu qui s'appelle le Sent Kosak, enfin, j'arrive pas à le prononcer, euh, à qui j'ai envoyé un message de 3, 4 semaines avant, parce qu'on n'était pas à Istanbul, on était dans une ville qui s'appelle Sakarya, à 1 heure et demie. Donc je lui ai demandé s'il connaissait des gyms, enfin des salles de power à Sakarya. Il m'a dit qu'il y en avait une et tout. Il m'a récupéré le numéro de téléphone du patron. Donc j'ai contacté le patron sur WhatsApp. Je lui ai demandé pour venir et tout. Et et du coup, bah, je suis allé là-bas. Donc eux, ils étaient très 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 contents. Et en fait, c'est un gars, il a un petit home, c'est un home gym qu'il a un petit peu ouvert aux gens du quartier. Donc c'est le truc hyper simple. T'as 2 racks, 2 bancs comme ça, une paire d'haltères filetées, et sinon par contre c'est t'as 3 barres et c'est 3 barres de powerlifting avec du poids calibré powerlifting. ok, ouais, donc t'es bien tombé, quoi. Ouais, donc je suis bien tombé, mais après c'est drôle parce que du coup donc c'est tout petit.
Le mec, il est là, il passe sa journée à fumer des clopes et boire des cafés à l'intérieur de la salle. La salle, elle était complètement enfumée. J'arrive, le mec, il avait un flingue à la ceinture. Tu sais, tu sens que t'es dans un autre pays, donc c'est assez drôle. Donc j'ai fait 2 séances là-bas, 2 séances dans une petite box de CrossFit parce que Mathilde, la fille du BMX, elle avait besoin de faire une séance, donc je suis allé dans la salle avec elle pour faire la séance et puis ça correspondait à ce que j'avais à faire parce que j'avais plus d'assistance. Et le vendredi, mon SBD, je suis retourné le faire dans la petite salle de power. Donc non, ça s'est plutôt bien passé. Je m'étais un petit peu organisé en amont et j'ai eu de la chance. Après, je pense que je me suis aussi fait mal au pec sur le banc là-bas parce que le banc était très très dur. Et du coup, ça mettait toute la contrainte sur le pec et je pense que c'est aussi ça qui a réveillé la douleur. Ouais, mais c'est pour ça que je te parlais de ça. J'ai pensé tout à l'heure, je me disais comment tu gères un changement de matériel quand tu es sur des poids lourds, même si t'es pas proche de la compétition. Est-ce que finalement tu t'entraînes pas un peu plus léger, t'en profites pour dire bah tiens, je fais une semaine pas là, je m'entraîne un peu plus léger pour minimiser mon risque de blessure, ou est-ce que je continue le cycle même si finalement le matériel est pas celui Bah, que. le matériel était pas si mal et j'ai continué le cycle. En plus, c'était ma semaine 4 du cycle. Après, moi, j'ai quand même je bouge quand même beaucoup, tu vois, pour les compétitions de billard, pour différentes choses, donc je suis habitué à ça. Et si chaque fois que je suis en déplacement, j'adapte mon entraînement, finalement mon entraînement, je vais l'adapter. Enfin, je vais jamais pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc non, ça a été. Et même quand je me suis fait mal au pec, je sentais que ça tirait un peu, que j'étais pas très bien et tout, et j'ai baissé justement ce que j'avais à faire. Normalement, je devais faire x4 à 150, x4 à 157 et 3 x4 à 140. J'ai fait mon x4 à 150, j'ai vu que ça tirait un peu, j'ai dit vas-y, je vais directement passer au back-off à 140. Le premier s'est bien passé, sur le deuxième, je me suis fait mal. Donc je suis même pas monté aussi lourd que ce que j'aurais dû et j'étais parti pour réduire le volume, mais finalement ce que j'ai fait, c'était pas assez réduit par rapport à ce que j'aurais dû réduire. Donc bon, c'est comme ça, mais bon, c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Et la diète sur place, parce que malgré ce que je dis en rigolant, tu manges plutôt assez sain, t'as tes quantités, tout ça. Est-ce que sur place en Turquie, t'as pu manger comme tu voulais? Ouais, Tu vois, ouais, très bien, parce on avait pris Airbnb et bon, la Turquie, c'est quand même niveau hygiène et compagnie, il y a des endroits où c'est un petit peu particulier quand même. Donc on a mangé au Airbnb toute la semaine, on a mangé normalement toute la semaine. Et comme elle avait la compétition à la fin, du coup elle a bien mangé toute la semaine parce qu'elle a une diète très carrée. Donc j'ai presque même mieux mangé que quand je suis chez moi. est-ce que t'as maigri durant la semaine alors? Non, parce que du coup j'ai un petit peu adapté les quantités, etc. Donc enfin c'était stable quoi, c'est resté comme il fallait. Là-dessus, j'arrive bien à me gérer sans peser, sans tout ça. Je sais où j'en suis, et donc ça s'est bien stabilisé. Et juste, on a fait un resto après la Coupe du Monde le dimanche soir, et après on a pris l'avion le lundi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas trop fait de resto, on n'a pas trop fait enfin on en a fait qu'un finalement. Et niveau alimentation, j'ai pu manger comme en France. Et après, on a acheté que des bouteilles d'eau au supermarché parce que l'eau là-bas. Alexis de OPT, quand il était allé en Turquie, en fait, ils avaient quasiment tous ceux qui ont fait c'était les championnats du monde junior qui étaient en Turquie. Quasiment tous ceux qui sont allés là-bas, ils sont revenus, ils ont été malades ou ils ont été malades pendant le séjour et tout. Donc, ils m'avaient tous dit, fais bien gaffe à la flotte, fais bien gaffe à ce que tu manges et tout. Donc, du coup, on a fait très attention. J'ai vu, pour conclure, que Alex Bigoud, donc qui est ton coach, était dans ta salle en ce moment. Ouais, il est venu juste hier. Ah, il est juste venu hier, parce que j'allais dire, bah tiens, Ouais, ouais, parce il qu'en est là fait, il plusieurs était, jours. Est-ce que ça permet, comme il est sur place, et bah de voir des trucs un peu différents de ce que tu vois avec lui, même là, habituellement que tu le vois à distance, quoi. Est-ce que ça change ouais, quelque non, chose pour toi ou pas? pas tellement. Bon, après, là, parce qu'il a de la famille sur Clermont et du coup, il était en métro parce qu'il habite à La Réunion. Ceux qui le connaissent pas. Et là, il était en métro pour le boulot. Il avait une formation. Il en a profité pour voir sa famille à Clermont. Et comme Clermont-Limoges, c'est pas si loin que ça, il en a profité. Il a fait une séance à Limoges avant de repartir après. Euh, non, on n'a pas trop fait de choses techniques parce que on pouvait pas tout à fait s'entraîner aux mêmes horaires. Parce que hier, j'étais jury pour les UC3 BPGEPS. Ah, comment ça s'est passé? Bon, ça a été, ça a été. Est-ce que tu as donné des diplômes? Parce que moi, j'ai les miens là qui sont en train de passer. Bah, ils ont tous eu leur UC4. Toi, c'est UC3 que tu fais passer là? C'est les dossiers que tu fais passer alors, toi?
Ouais, là, j'ai fait passer les UC3. Ouais. Les UC4, on les a tous fait passer. Ah, ils ont fait passer avant. Ok, nous, c'est après. Ouais, Ouais. ils ont fait d'abord l'organisme là pour lequel je fais les jurys, ils ont fait d'abord les UC4 et ensuite là on fait les UC3. Donc là on est en train de faire les UC3, j'en ai deux vendredi aussi. Ok, ok. Et donc, ouais, pour l'instant, ça se passe bien. T'as des bons élèves. Ouais, bah j'en ai eu qu'un qu'on a validé. Ok. Voilà. Euh, Après le il y a enfin bon, quand tu sors d'un diplôme, il reste du travail par définition, hein. Mais ouais, voilà, il y a quand même du travail encore pour que ce soit des coachs que je puisse éventuellement recommander, quoi. Ouais, ben ça, forcément. Dans chaque promo, t'en as que. Bah, là, toi, tu donnes pas les cours, donc tu fais juste le jury. Nous, en général, comme on est prof, ben, on essaie de pas être Oui, jury pour pas qu'il y ait d'affect. Mais il y bah, en bien a sûr. que tu vois qui sont vraiment dedans, qui sont passionnés, puis d'autres qui sont plus là, juste pour le diplôme, que tu vas moins recommander. Donc Bien sûr, après. bien sûr. Mais de toute façon, tu le sens, hein. Dans les UC4 que j'ai fait passer, tu as différents niveaux. T'en as qui sont très bien. Et puis, tu sais, il y a des choses aussi qui s'apprennent pas. Qui tu es, comment tu es, ce que tu fais, la dynamique que tu insuffles, la manière, tu sais, de tout ce qui concerne pas vraiment la séance, tu sais, la manière dont tu vas interagir avec ton client, la manière dont tu parles. Ouais, ouais, tout ce Les- qui est un peu intelligence sociale, mais qui se fait Ouais, naturellement, sans que tu aies besoin de l'apprendre normalement. voilà, exactement, le non-verbal et la façon de se positionner, de faire peut-être une petite blague à un moment donné et tout, tu sais, parce que bon, c'est ça la réalité d'un coaching. Tu vois, t'es pas, enfin, c'est une interaction humaine, donc il y a plein de choses à faire, et c'est vrai que tu vois directement ceux qui sont à l'aise, ceux qui ne le sont pas. Alors après, il y a des choses qui peuvent s'apprendre, mais il y a aussi des choses qui s'apprennent pas forcément. Ouais, ouais, bah après, il y en a qui essayent de te vendre ça, mais la vérité, c'est que ça s'apprend pas vraiment, quoi. Bah Pour oui, moi, ça se fait dans l'éducation au fur et à mesure. Et t'en as toujours c'est qui essayent de te vendre, voilà comment tu peux faire pour apprendre ça, nanana, mais bon, en fait, toi, t'es tu là où parles tu de vas pas. l'éducation, mais alors il n'y a pas forcément grand monde qui le sait, mais moi, à la base, j'ai fait un master pour être CPE. Euh, et une fois, on a un cours, donc un cours magistral avec tous les profs, tous ceux qui sont en master MEF. Donc le master MEF, c'est pour être enseignant de manière générale. Donc tu as plusieurs trucs, espagnol, anglais, CPE, maths, etc. Donc c'était un truc énorme. Et tu as une dame qui nous fait un cours sur l'autorité. En nous disant ça, bah, l'autorité, c'est pas du tout inné ou acquis, c'est que des choses qui s'apprennent, nanana, nanana, nanana. Et elle nous fait un cours, donc elle faisait un cours que à des adultes, et c'était un bordel sans nom dans son cours, parce que personne n'écoutait, et que c'était totalement inintéressant, tu vois. Et elle était en train de nous apprendre des fameuses techniques pour avoir de l'autorité, alors que elle-même, N'en avait euh, pas, quoi. elle en avait pas du tout, et que personne n'écoutait pendant son truc. Elle écrit un truc, elle dit, on va faire ça, elle commence à écrire au tableau, elle attaque le petit, il fait, oh putain, pas encore ça, mais il l'a dit vachement fort, tu vois, c'est sorti tout seul. Là, elle s'est retournée, elle a regardé comme ça, elle a même pas réagi, elle a rien dit, elle a continué d'écrire. Tu vois, bon, ben voilà, c'est l'archétype qu'il y a des choses qui s'apprennent pas forcément et que le métier de coach, comme d'autres métiers, hein, soit t'es un peu fait pour ça, soit t'es pas du tout fait pour Bien ça. sûr, bien sûr, et t'en as beaucoup qui veulent être coach, qui veulent passer des BPGEPS, en fait, qui sont plutôt des pratiquants que des coachs, quoi, qu'on passe ce truc encore de la transmission, parce que Ouais, pour moi, il y a plein d'étapes différentes avant d'être coach, c'est qu'il faut que t'aies déjà un sacré vécu, quoi. Faut déjà que ouais. t'aies la passion du truc, et pour T'en moi, as même qui sont c'est pas des tellement étapes, quoi. pratiquants en plus. Ouais, Enfin, ouais. dans certains BP, comme les attendus de validation sont pas non plus énormes, t'en as certains qui sont pratiquants, mais sans être non plus des gros pratiquants. Et c'est vrai que bah, malheureusement, sans tomber dans les travers de la QMS dont on avait parlé, où là, pour le coup, il fallait avoir un niveau démentiel, que ça faisait pas forcément de toi un bon coach. Euh, Là, maintenant, tu as à peine besoin d'avoir pratiqué pour pouvoir coacher. Et c'est vrai qu'il faut quand même avoir un certain niveau de pratique aussi. C'est un équilibre, en fait, entre un bon niveau de pratique, des bonnes compétences sociales et humaines, et effectivement des choses qui s'apprennent et des connaissances que tu vas apprendre, mais aussi via ta curiosité, pas que via la formation. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais moi, là, ils sont tous en train de passer. Donc, pour l'instant, dans une de mes promos, c'est un sans faute. Et l'autre Mhm. promo, bah, ils finissent demain. Donc, j'ai hâte de voir. Mais je suis assez confiant pour qu'il y ait un sans faute aussi, quoi. Là, je Bah pense écoute, que cette tant mieux, année, c'est que le recrutement, c'est que le prof a été bon, surtout. ouais, voilà. Alors c'était ce que j'allais dire après, c'est que le recrutement c'est bien fait et qu'après le travail a été bien fait sur les profils. Ouais, ouais. Non, non, mais je pense que après, faut se rappeler que le BPGEPS,
c'est un niveau bac, donc on demande C'est pas non. exactement ce que j'allais dire. Voilà, Voilà, là, on demande pas non plus, même si moi je pousse sur des trucs. En fait, à la fin, à l'examen, je leur apprends surtout à ne pas, s'ils maîtrisent pas un truc que je leur ai appris, je dis, bah, n'en parlez pas. Et voilà. Et souvent, bah, il y a 90% de ce que j'ai essayé de leur transmettre qu'ils vont pas retenir et ils vont retenir les 10% pratiques pour le diplôme, quoi. Ouais, bien Donc, sûr, mais de pas faire d'erreur et puis de pas se mettre dans des situations de pas se mettre dans des situations où tu peux te faire piéger. Ça, c'est aussi une bien sûr, bien capacité. sûr. Bah, ça, c'est une grosse partie des cours, hein. Tu vois, il y a 5-6 cours comme ça, bah, avec des sujets d'examen, tout ça, où ils passent devant moi et puis j'essaie de les piéger, de les piéger, de les piéger. Puis dès qu'ils disent un mot de travers, bah là, ils sont morts, quoi. Là, Ouais, j'enfonce la c'est porte ça. et je vois que bon, bah, ils ont parlé trop vite, quoi. C'est ça. Et des fois, t'as pas besoin de tout détailler, surtout. C'est pas forcément nécessaire. Faut garder des zones d'ombre, mais les zones d'ombre maîtriser où tu les mets. Mais ça, c'est le nerf de chaque truc. Après, c'est sûr, ça reste un niveau bac. La question, c'est est-ce que c'est un niveau bac de maintenant ou est-ce que c'est un niveau bac d'il y a 20 ans, quoi. Ah non, non, c'est un niveau bac de maintenant, tu sais bien. Voilà, donc du coup, On va pas refaire l'apologie du nivellement vers le bas. on va encore passer pour des vieux cons. Non, mais ça on l'a bien compris, mais ouais, donc t'es jury, bah ouais, bah c'est bien ça, jury. Moi, j'avais été jury il y a longtemps pour, avec Didier Rey, c'est Pascal Prévost, sur Ouais. leur école en région parisienne, je sais plus comment ça s'appelait, hein, j'ai plus le nom exact, à chaque fois j'écorche le nom, donc je vais éviter de dire le nom. Et ouais, c'était intéressant, tu voyais les dossiers, tu voyais ceux qui avaient bossé, ceux qui avaient pas bossé. Ouais, puis je trouve que c'est bien parce que bah, ça te permet aussi de voir un petit peu les forces en présence et puis de connaître un petit peu le tissu de tes futurs collègues au niveau local. Ouais, ouais, et puis tu vois, moi là, je donne des cours de BGEPS et je l'ai fait, et d'une part parce que je formais surtout à distance avec toutes les formations que je propose à distance, mais aussi parce que je voulais voir quel était le niveau des gens qui devenaient coach aujourd'hui, quelles étaient leurs interrogations, quelles étaient leurs Ouais. problématiques, voilà, qu'est-ce qu'il en est exactement, parce que moi je suis habitué à faire du contenu pour des gens qui me connaissent souvent, et que ce soit des vidéos, des podcasts, des articles, et pas des gens qui me connaissent pas. Et là, bah j'arrive, ils me connaissent pas du tout, ils connaissent pas du tout Superphysique, ils savent pas que j'ai fait des livres, ils savent rien du tout. Et donc c'est intéressant. Pour moi, c'est intéressant de voir ça, de me dire ah voilà où ils en sont. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Et donc après, je comprends des fois quand je dis quelque chose que c'est trop compliqué. Je dis bon, Ouais, c'est ça. comment expliquer. Tu vois, c'est toujours qu'on dit la simplification, la Ouais, sophistication. Ouais, j'ai oublié le terme exact. Je vais arrêter, je vais pas le dire. la Voilà. vulgarisation. Ouais, bah, je suis obligé à chaque fois en fait de vulgariser de plus en plus ou d'être de plus en plus pédagogue, de trouver les bons mots. Donc ça me fait réfléchir Ouais. là-dessus pour essayer de transmettre ce que je veux transmettre, parce que en utilisant les mots classiques que j'utilisais il y a peut-être 10 ans, mais en fait ce serait incompréhensible. Bah, Donc dans la mesure où la musculation et la pratique de la musculation, c'est quand même énormément démocratisé. Là, j'ai vu un truc, je crois que c'est de l'ordre de 10% de la population française qui est inscrite en salle de sport maintenant, à l'heure actuelle. C'est énorme. C'est énorme. Donc, alors après, tu as inscrit en salle de sport et pratique vraiment la musculation. Ça, c'est deux choses différentes. Mais avec l'ouverture de plein de salles low cost, ça correspond à une demande. Les gens font quand même un peu plus attention à leur corps, à leur santé et tout. Et c'est vrai que les personnes qui font de la musculation, on en discutait, des gens qu'on pouvait trouver en coaching, toi quand tu as commencé il y a 15 ans et moi il y a un petit peu moins, bah, c'est des personnes qui avaient déjà un bon niveau, des bonnes connaissances, etc., etc. Alors que maintenant, parce que les gens qui étaient à la musculation, c'était des gens qui étaient déjà implantés dans la niche et tu tombais que sur des passionnés, que sur des gens qui s'y connaissaient et que ça intéressait vraiment, etc. Alors que maintenant, comme il y a beaucoup plus de gens qui pratiquent, ce qui est une bonne chose, bah forcément, tu as aussi beaucoup plus de gens qui s'y intéressent, enfin qui pratiquent sans s'y intéresser énormément, donc qui ont un niveau de connaissance et un niveau de pratique qui est vraiment inférieur. Donc c'est sûr que ça demande une grosse adaptation dans les coachings et une grosse adaptation aussi toi dans l'enseignement et bien sûr, dans la manière dans d'enseigner. le discours. Ouais, donc pour moi c'est intéressant de voir, bah là vraiment d'être au contact des gens, et donc de Mmh. voir en fonction en plus des personnes, bah, et de leur expérience et de ce qu'ils se croient savoir ou ce qu'ils savent, et bah c'est vraiment un travail intéressant. C'est vrai que c'est une autre pédagogie, et c'est peut-être pour ça que ceux qui m'écoutent régulièrement voient mes progrès en pédagogie régulièrement. Moi, j'ai pas vu tes programmes pédagogiques. Non, mais bien sûr, c'est normal. Je te parle pas d'entraînement, je te fais que parler, je te fais que te poser des questions. C'est pour ça. Allez, sur ce, on va s'arrêter là. On est déjà pratiquement 1 heure. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas, si vous avez des questions pour le prochain épisode avec Clément, n'hésitez pas
dans les commentaires, soit sur SoundCloud, soit sur YouTube directement sous le podcast. Vous pouvez aussi lui écrire directement sur son compte Instagram. Donc, il se fera un plaisir de vous répondre quand il aura du temps, quand il sera pas sous une pâtisserie en train de se gaver, quoi. Quand il mangera pas le flan en entier, quoi. Tu lances des légendes. Alors que j'ai une diète à 90 ou 95% bonne. Et les 5% qui restent, c'est pour le surplus d'énergie et le bien-être mental. Ouais, on va dire ça comme ça. Allez, sur ce, on se retrouve Salut. bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.